J'étais exactement à 30 mètres dans les airs, suspendu à un échafaudage en acier oscillant, luttant avec une turbine industrielle gelée, quand mon téléphone a commencé à vibrer agressivement dans la poche de ma poitrine. Le vent soufflait absolument ce matin-là. C'était un froid mordant et glacial qui transperçait ma lourde veste de travail en toile, contournant les couches thermiques et engourdissant mes doigts tachés de graisse jusqu'à ce qu'ils ressemblent à des blocs de bois. J'ai failli ignorer l'appel. Quand vous êtes suspendu au flanc d'une immense usine de fabrication commerciale, essayant d'aligner parfaitement un moteur de ventilateur de 200 livres tandis que l'échafaudage tremble au vent, un appel téléphonique est la dernière chose à laquelle vous pensez. Mais le bourdonnement ne s'arrêtait tout simplement pas. C'était incessant, vibrant contre mes côtes avec une urgence qui a finalement brisé ma concentration. J'ai soupiré, attaché solidement mon harnais de sécurité au rail principal, essuyé une épaisse couche de graisse au lithium noir de mon front avec le dos de mon gant en cuir, et sorti le téléphone de ma poche. L'écran s'est illuminé avec un message texte de ma mère, Lenora. C'était une photo floue, prise à la hâte, d'un document juridique formel intitulé « Avis d'intention de poursuivre en justice ». Avant même que mon cerveau ne puisse traiter les mots à l'écran, un appel entrant d'elle a supplanté l'image. J'ai accepté et j'ai pressé le téléphone froid contre mon oreille, le vent glacial essayant de noyer l'interlocuteur. « Tu as volé 485 000 $ à cette famille. » Sa voix a explosé à travers le récepteur. Elle ne criait pas seulement. Elle hurlait avec une rage venimeuse, hystérique, qui m'a fait teinter le tympan. « Espèce d'ordure égoïste et vindicative. Nous allons te traîner en justice. Je m'assurerai personnellement que tu vives sous un pont si tu ne transfères pas cet argent à ton frère à l'instant même. Ces enfants ont besoin d'une maison et tu les prives de leur avenir. » J'ai cessé de respirer un instant. Le vent continuait de hurler, faisant claquer le plancher métallique grillagé sous mes lourdes bottes à embout d'acier. Mais soudain, le monde entier est devenu complètement, étrangement silencieux. J'ai juste regardé le trottoir de béton 30 mètres plus bas, observant les minuscules voitures, semblables à des fourmis, se garer sur le parking de l'usine. Elle l'avait vraiment fait. Elle avait vraiment essayé de voler toutes mes économies. Et maintenant qu'elle réalisait que le coffre était complètement vide, elle menaçait de me détruire légalement. Je n'ai pas crié en retour. Je ne me suis pas défendu, ni n'ai essayé de la raisonner. J'ai juste laissé un sourire froid, sombre et sans humour se répandre sur mon visage. « Génial », ai-je dit, ma voix dangereusement calme, coupant le vent comme une lame de rasoir. « C'est tout ?» J'ai raccroché le téléphone avant qu'elle ne puisse formuler un autre cri hystérique, j'ai remis l'appareil dans ma poche, et j'ai saisi ma lourde clé à molette en acier. La colère qui montait dans ma poitrine n'était pas un feu ardent et incontrôlable. C'était de la glace à 0 degré absolu. Il pensait vraiment m'avoir acculé. Il pensait qu'un morceau de papier d'un avocat trop cher d'un centre commercial me ferait paniquer, craquer et ramper comme je le faisais quand j'étais un adolescent impuissant. Il croyait sincèrement être les prédateurs suprêmes dans ce scénario. Mais il n'avait absolument aucune idée de ce que j'avais déjà mis en mouvement. Ils n'avaient aucune idée de la bombe catastrophique que j'avais plantée directement sous leur petit empire parfait et factice. On ne se réveille pas un matin au hasard en décidant de démanteler systématiquement sa propre chair et son propre sang. Ce n'est jamais aussi simple. Il faut des années de poison lent et régulier. Il faut toute une vie à être traité comme une maladie contagieuse dans sa propre maison. Et pour moi, ce poison toxique m'avait été administré goutte par goutte douloureuse pendant 32 ans. Pour comprendre pourquoi je n'étais absolument pas troublé par la menace légale agressive de ma mère, il faut comprendre la dynamique profondément tordue de la famille dans laquelle j'ai eu le malheur de naître. Je suis le fils aîné, mais dans ma maison, être l'aîné signifiait juste que j'étais l'enfant d'essai. J'étais la déception permanente, la ligne de base la plus basse qu'ils utilisaient pour mesurer à quel point mon jeune frère était incroyable et parfait. Alors que je serrais le dernier boulon lourd de la turbine, mes muscles des épaules hurlant de protestation contre le froid glacial, j'ai pensé à ce qui allait suivre. Je savais que cet appel téléphonique n'était que le coup d'envoi d'une guerre financière et psychologique pour laquelle ils étaient entièrement mal préparés. J'avais passé toute ma vie d'adulte à bâtir une forteresse de sécurité financière absolue avec mes mains nues et boursouflées. Lenora croyait honnêtement qu'elle pouvait simplement entrer, briser les serrures et remettre les clés à son enfant préféré. Elle pensait être la personne la plus intelligente, la plus manipulatrice de la pièce. Mais quand vous passez votre vie à réparer des machines lourdes, compliquées et cassées, vous apprenez exactement comment trouver les points faibles critiques.
Vous apprenez exactement où appliquer une pression maximale pour que tout le système s'effondre complètement sur lui-même. J'ai regardé une dernière fois les minuscules voitures dans le parking en dessous. Le message texte avec la menace de procès était censé briser mon esprit. Au lieu de cela, il a juste confirmé qu'il était enfin temps de déclencher un plan que je conservais méticuleusement depuis des semaines. Sont-ils vraiment prêts pour les conséquences? Parce que je suis plus que prêt à m'asseoir et à les regarder brûler. Mon frère Sterling a 29 ans et est un maître absolu de la grande illusion. Si vous regardiez ses profils de médias sociaux soigneusement sélectionnés, vous penseriez qu'il est un titan de Wall Street, un génie financier qui a conquis le monde impitoyable des affaires avant même d'atteindre 30 ans. Il conduisait une Porsche Macan bleu nuit impeccable qu'il faisait nettoyer professionnellement chaque semaine. Il portait des costumes italiens sur mesure qui coûtaient plus que mon loyer mensuel, avec des mouchoirs de poche en soie et des boutons de manchette de designer. Chaque fois qu'il ouvrait la bouche, il vomissait des mots-clés d'entreprise comme « levier », « retour sur investissement », « flux de trésorerie synergique » et « rupture de marché ». Moi, d'un autre côté, je suis Everett. J'ai 32 ans. Je conduis un Ford Silverado 2008 rouillé et profondément cabossé qui a l'air de cracher un poumon mécanique à chaque démarrage en hiver. Je porte des pantalons de travail en toile renforcée avec des genoux à double couture et des bottes lourdes avec des embouts d'acier éraflés. Mes mains sont en permanence calleuses, rugueuses comme du papier de verre. Et peu importe à quel point je frotte avec du savon de Pierre Ponce industriel agressif, il y a toujours une légère, tenace ombre de graisse sombre sous mes ongles. Pour ma mère, Lenora, j'étais une véritable honte ambulante. Elle a grandi dans une caravane délabrée et déprimante avec un père mécanicien alcoolique et violent. Elle a passé toute sa jeunesse à se débattre désespérément pour sortir de la pauvreté, épousant finalement mon père, Arlon, uniquement parce qu'il avait un emploi stable de cadre moyen et, plus important encore, une adhésion au country club de banlieue locale. Elle était profondément, pathologiquement obsédée par le statut, les apparences superficielles et l'obtention de l'approbation de riches voisins qu'elle méprisait secrètement. Pour elle, ma carrière choisie de technicien en machinerie lourde industrielle était une gifle monumentale. J'étais le fantôme vivant et respirant du parc de caravanes qu'elle avait si désespérément essayé d'enterrer et d'oublier. Sterling, cependant, était son chef-d'œuvre ultime. Il était l'enfant prodige, soigneusement sculpté pour s'intégrer parfaitement au style de vie luxueux du country club qu'elle vénérait. Mais la vérité laide et que personne dans la famille ne voulait reconnaître, était que la vie spectaculaire de Sterling était entièrement construite sur une montagne chancelante de dettes à taux d'intérêt élevés et une arrogance pure et simple. Il vivait dans un manoir massif et tentaculaire de 5 chambres dans une communauté strictement fermée, mais je savais que la banque possédait véritablement chaque brique de celui-ci. Il agissait comme un millionnaire autodidacte, mais il n'était rien de plus qu'une fraude fortement endettée jouant à un jeu de déguisement coûteux. Le contraste dans la façon dont mes parents nous traitaient n'a jamais été subtil. Il a toujours été douloureusement évident. Je me souviens clairement être passé chez mes parents le dernier Thanksgiving après un quart de travail d'urgence brutal de 14 heures. J'avais veillé toute la nuit à réparer une unité de réfrigération commerciale effondrée dans une immense usine d'emballage de viande. J'étais physiquement épuisé, glacé jusqu'aux os, et j'attendais juste un repas chaud avec ma famille. Quand j'ai franchi la lourde porte d'entrée en chêne, la maison sentait immédiatement l'ail rôti, les herbes coûteuses et le riche vin de Cabernet. Lenora m'a jeté un coup d'œil, debout dans le couloir magnifiquement décoré. Elle a baissé les yeux sur mes lourdes bottes, et son visage s'est tordu de dégoût absolu. Ne pense même pas à t'asseoir sur le canapé blanc, a-t-elle claqué, sans même prendre la peine de dire bonjour ou de demander comment s'était passée ma journée. Tu sens l'usine industrielle. Va te laver les mains immédiatement et assieds-toi à l'îlot de cuisine. Sterling et Camille portent de très beaux vêtements, et je ne te laisserai pas gâcher l'esthétique de la salle à manger formelle avec ta crasse. Alors, j'ai mangé mon dîner de Thanksgiving complètement seul. J'étais assis sur un tabouret en bois dur à l'îlot de cuisine en granit froid, écoutant l'enfant prodige faire la cour dans la pièce d'à côté. Il se vantait bruyamment de sa dernière fausse étape corporative, riant avec sa femme enceinte. Mon père Arlon, l'ultime facilitateur passif, se contentait d'acquiescer, complètement sans colonne vertébrale, buvant son whisky cher et ignorant entièrement mon existence dans la pièce d'à côté. Mais ce n'était pas seulement la façon dont il me traitait à huis clos. C'était la façon dont Sterling traitait le reste du monde. Il y a quelques mois, nous avons tous été forcés de dîner en famille dans un restaurant de steak ridiculement haut de gamme en centre-ville. Un serveur âgé,
un homme tranquille qui semblait avoir travaillé des doubles quarts toute sa vie juste pour survivre, a accidentellement apporté à Sterling un verre de mauvais millésime. Sterling ne s'est pas contenté de signaler poliment l'erreur. Il a activement, intentionnellement, humilié l'homme. Il l'a réprimandé bruyamment au milieu du restaurant bondé, lui demandant s'il était analphabète ou simplement intrinsèquement stupide, agitant sa lourde Rolex en or devant le visage du pauvre homme. Je suis resté là et j'ai regardé Lenora et Arlon rire doucement. Ils riaient en fait de l'assertivité de Sterling. J'ai regardé les yeux fatigués et humiliés du serveur alors qu'il s'excusait abondamment, et j'ai ressenti une rage si pure et si brûlante qu'elle m'a brûlé le fond de la gorge. Je me suis levé, j'ai jeté un billet de $100 neuf sur la table directement devant le serveur, et je suis sorti du restaurant sans dire un seul mot à ma famille. Alors que je m'éloignais, Sterling m'a crié que j'étais un paysan sans classe qui ne comprenait tout simplement pas comment fonctionnait la haute société. C'était notre dynamique exacte. Ils construisaient leur petit château fragile et magnifique avec des cartes de crédit saturées et de l'arrogance, tandis que je construisais une base solide avec de la sueur, des mains boursouflées et une discipline financière brutale et inflexible. Ils me regardaient de haut depuis leurs trônes imaginaires, complètement inconscients que leur château s'enfonçait rapidement dans un marécage. Ma philosophie était incroyablement simple, ils construisaient leur vie sur le crédit, tandis que je construisais la mienne sur la réalité. Je ne m'attendais simplement pas à ce qu'ils essaient de voler ma réalité pour financer leur pathétique délire. Mais jusqu'où étaient-ils vraiment prêts à aller pour maintenir le style de vie parfait de l'enfant prodige? Si l'incident de Thanksgiving n'était qu'une coupure de papier douloureuse, les choses qu'ils m'ont faites financièrement au fil des ans étaient des blessures profondes et abondamment sanglantes. Ma famille avait une longue histoire très toxique de m'utiliser comme bouclier humain jetable pour les échecs catastrophiques et imprudents de Sterling. Il y a 5 ans, je suis allé à une banque locale pour demander un petit prêt hypothécaire standard afin d'enfin acheter ma première maison. L'agent de crédit a jeté un coup d'œil à mon rapport de crédit et a immédiatement commencé à me traiter comme un criminel endurci. Mon score de crédit était complètement anéanti. Quelqu'un avait ouvert 3 cartes de crédit haut de gamme à limite élevée à mon nom, les avait toutes utilisées pour des vacances de luxe, des dîners coûteux et des vêtements de marque, puis les avait laissées tomber directement en recouvrement. C'était Sterling. Il avait sciemment volé mon numéro de sécurité sociale parce que son propre crédit était déjà complètement détruit par ses dépenses imprudentes et incontrôlables. Quand j'ai confronté mes parents dans leur salon impeccable avec le gros rapport de police dans ma main tremblante, consumé par une fureur que je pouvais à peine contenir, Lenora est tombée à genoux sur le tapis cher et a pleuré. Mais elle ne pleurait pas pour moi, ni pour mon avenir ruiné. « S'il te plaît, Everett, sanglota-t-elle, agrippant les manches de ma veste de travail sale. Ne porte pas plainte formellement. Sterling doit obtenir une promotion énorme le mois prochain. Une accusation de fraude ruinerait complètement sa vérification des antécédents. Tu ne fais que réparer des machines de toute façon. Tu n'as pas besoin d'un score de crédit impeccable en ce moment. Absorbe la dette. Rembourse-la juste avec le temps. Fais-le pour la famille. » Et Arlon, mon père absolument lâche, se tenait dans l'embrasure de la porte, tenant ses clubs de golf polis, refusant de me regarder dans les yeux, murmurant sous son souffle que je devrais simplement être le plus grand et laisser tomber. J'ai été pratiquement forcé d'avaler $15 000 de vol d'identité. J'ai dû passer 2 années angoissantes à me battre contre des bureaux de crédit hostiles, à payer des avocats, et à sauter des repas juste pour blanchir mon nom. Tout cela pour protéger un véritable criminel assis dans un costume sur mesure. Mais cette terrible épreuve n'était absolument rien comparée à la véritable origine cachée des $485 000 qu'ils essayaient actuellement de me voler. Chaque fois que Lenora parlait de mon fonds fiduciaire à ses amies curieuses, elle agissait comme si c'était un actif familial mineur et insignifiant qu'elle me permettait généreusement de garder. Elle disait à tout le monde que grand-mère m'avait simplement laissé une petite tirelire pour les jours de pluie. Mais elle ne connaissait pas toute la vérité. Elle ne connaissait pas la lettre. Quand j'avais 18 ans, faisant mes sacs de sport pour partir en apprentissage exténuant dans une école de métier dans un autre état, grand-mère m'a pris à part dans sa chambre tranquille. Elle était la seule personne dans cette maison froide qui regardait mes mains calleuses et voyait un travailleur acharné au lieu d'un échec complet. Elle m'a tendu une enveloppe épaisse et scellée et m'a fait jurer sur sa vie de ne pas l'ouvrir avant sa mort. Quand elle est décédée 2 ans plus tard, je me suis assis dans mon appartement exigu et glacial et j'ai finalement ouvert la lettre. Dans son écriture tremblante et élégante, grand-mère a révélé un sombre secret qui m'a glacé le sang. Lenora avait secrètement, méthodiquement, vidé tout mon compte d'épargne universitaire.
de l'argent que mon défunt grand-père avait mis de côté spécifiquement pour moi, juste pour acheter à Sterling une toute nouvelle voiture de luxe pour son diplôme de lycée. Le Nora avait justifié le vol à grand-mère en disant « Everett veut de toute façon être un sale mécanicien. Il n'a pas besoin d'un diplôme universitaire. » Grand-mère savait tout. Elle était absolument horrifiée par le vol et le favoritisme flagrant. Par un acte de justice poétique silencieuse, elle a entièrement contourné mes parents dans son testament et m'a laissé un fonds fiduciaire privé contenant 150 000 $. Les termes me donnaient un contrôle direct des actifs une fois que j'aurais 25 ans, tout en gardant mes parents complètement en dehors de la structure des bénéficiaires. La lettre se terminait par une phrase puissante qui est devenue mon mantra, « Reprends ce qui t'appartient de droit. Construis une vraie vie et ne les laisse jamais y toucher un seul centime. » J'ai fait un vœu solennel ce jour-là. Je n'en ai pas dépensé un seul sou. Tandis que Sterling louait des voitures de sport rapide, portait des Rolex et achetait des bouteilles de champagne à 300 $ dans les clubs, je vivais exactement comme un moine. Pendant 14 longues années, j'ai pris tous les quarts de nuit misérables d'entretien d'urgence que personne d'autre ne voulait. J'ai travaillé 60 heures par semaine, rampant à travers des plafonds remplis d'amiante, des chambres froides glaciales et des sous-sols industriels inondés. J'ai vécu dans un petit appartement bon marché, j'ai conduit mon vieux camion fiable et j'ai économisé agressivement 50% de mon revenu physique. J'ai pris l'argent de grand-mère et mes propres économies durement gagnées, et j'ai tout investi dans des fonds indiciels composés. J'ai surveillé le marché de manière obsessionnelle. J'ai tenu bon à travers les baisses terrifiantes, et j'ai laissé la magie mathématique des intérêts composés faire le gros du travail. 150 000 sont lentement passés à 200, puis 300. Au moment où j'ai eu 32 ans, le compte s'élevait à exactement 485 000 $. C'était mon armure impénétrable. C'était la manifestation physique de ma sueur, de mon fonds universitaire volé et de ma vengeance ultime contre une famille qui me considérait comme un paysan jetable. Je l'ai gardé absolument secret. Le compte était censé rester invisible pour toujours. Mais la cupidité humaine est exactement comme un chien de chasse affamé. Eleonora devenait désespérée lorsque le faux mode de vie de l'enfant prodige a finalement commencé à s'effondrer sous le poids écrasant de ses propres mensonges. Elle a creusé agressivement et, d'une manière ou d'une autre, elle a trouvé un fantôme juridique du passé qui lui a donné la clé de mon coffre. Comprendront-ils un jour qu'un chien acculé mord toujours le plus fort? Alors, comment Eleonora a-t-elle obtenu la légitimité pour même tenter de vider mon compte privé, et encore moins me menacer agressivement de me poursuivre en justice? Tout remonte à quand j'avais seulement 18 ans, partant de l'État pour mon dangereux apprentissage en machinerie lourde. J'étais incroyablement jeune, naïf, et complètement ignorant des pertes financières complexes. À l'époque, la société fiduciaire exigeait un contact secondaire et offrait une procuration financière durable qui ne pouvait être activée que si je devenais médicalement incapable. Eleonora m'a manipulé pour que je signe la pile de documents épais, me disant que c'était de la paperasse standard et rien de plus qu'un filet de sécurité au cas où je tomberais d'un toit et me retrouverais dans un coma prolongé. J'ai complètement oublié que ce document existait. Mais Eleonora, elle, ne l'a certainement pas fait. Il y a 5 jours, mon téléphone a sonné alors que j'étais plongé sous le capot d'un énorme générateur diesel rugissant. C'était une responsable de la conformité de la société de courtage. Elle semblait extrêmement tendue et strictement professionnelle. Elle m'a informé qu'il venait de recevoir une déclaration urgente de graves difficultés financières soumise par Eleonora, demandant formellement une liquidation immédiate et complète et le transfert de mes 485 000 $ vers un compte courant entièrement détenu par Sterling. J'étais complètement stupéfait. Mon esprit s'est emballé. J'ai demandé à la responsable comment ma mère pouvait éventuellement autoriser un retrait aussi massif sur mon compte individuel privé. L'agente de conformité a hésité, visiblement mal à l'aise, avant de révéler la vérité écœurante et incroyable. Elle a tenté d'activer une procuration financière durable vieille de 14 ans qui était toujours dans nos dossiers. L'agente a expliqué avec soin, pour affirmer que la condition d'incapacité avait été remplie, elle a soumis un affidavit médical supplémentaire. L'affidavit déclarait que vous souffriez d'une grave instabilité psychologique et d'abus de substances, et que vous étiez donc incapable de gérer des actifs financiers importants. Parce que le transfert demandé allait vers un compte tiers détenu par Sterling, notre système de conformité l'a signalé et a exigé une vérification directe avant que des fonds ne puissent être déplacés. Ma vision est devenue rouge. J'ai dû agripper le bord tranchant du cadre métallique du générateur juste pour empêcher mes mains de trembler violemment. Ma mère, ma propre chair et mon sang.
Elle avait délibérément, malicieusement forgé un récit selon lequel j'étais un toxicomane fou et instable. Elle a présenté ce terrible mensonge à une institution financière fédérale juste pour contourner légalement mon consentement et me voler complètement. Elle était prête à laisser une marque noire permanente et dévastatrice sur mes dossiers médicaux et financiers, risquant complètement mon habilitation de sécurité de haut niveau pour mes emplois industriels. Tout cela pour donner un demi-million de dollars à son précieux enfant prodige. J'ai immédiatement révoqué la procuration, j'ai verrouillé définitivement le compte avec de nouveaux protocoles de sécurité et j'ai demandé au dépositaire de transférer les actifs contrôlés par le bénéficiaire vers un nouveau compte de courtage privé sous ma seule autorité. J'ai déplacé chaque centime, laissant délibérément exactement 15 cents sur l'ancien compte pour le maintenir ouvert comme un geste moqueur. Mais je ne me suis pas arrêté là. La colère exigeait des actions. J'ai engagé un avocat financier astucieux et absolument impitoyable nommé Malcolm pour enquêter sur la manière exacte dont le Nora avait obtenu qu'un médecin agréé signe une fausse évaluation psychiatrique sans jamais m'examiner. Malcolm a fouillé agressivement la paperasse soumise et a trouvé la signature médicale. Il n'a pas fallu longtemps à son équipe d'enquête pour découvrir la vérité. Et quand il a appelé pour me donner les résultats, j'ai éclaté de rire dans le silence de mon appartement vide. L'affidavit médical avait été signé par un homme nommé Curtis. Curtis n'était pas un médecin corrompu au hasard que le Nora avait trouvé en ligne. Curtis était l'ancien colocataire de Sterling à l'université et son actuel compagnon de boisson du week-end. Mieux encore, Curtis était un médecin complètement déshonoré qui s'était fait officiellement retirer et révoquer définitivement sa licence médicale par l'ordre des médecins de l'État il y a exactement un mois pour avoir rédigé des prescriptions illégales et frauduleuses pour des analgésiques. Puissant. Le Nora et Sterling étaient si incroyablement désespérés, si aveuglément arrogants, qu'ils avaient utilisé un push-pile déshonoré et sans licence pour falsifier un document médical fédéral. Ils avaient commis une fraude télégraphique manifeste, un vol d'identité grave et une conspiration en vue de commettre une fraude bancaire. C'était un stratagème hautement coordonné, profondément illégal. Ils pensaient que j'étais juste un mécanicien stupide et sale qui ne comprendrait pas le jargon juridique complexe ou n'aurait pas les ressources pour riposter. Ils pensaient que je serais simplement confus, en colère, et que j'abandonnerais finalement comme je l'avais toujours fait. Ils avaient complètement sous-estimé la clarté terrifiante qui vient quand un fils réalise enfin que sa mère est prête à détruire toute sa vie juste pour que son enfant préféré vive dans le luxe. Mais quelle était l'urgence majeure? Pourquoi Sterling avait-il soudainement un besoin si désespéré d'un demi-million de dollars à l'instant même? Avec les documents médicaux falsifiés en sécurité comme mon arme ultime et indéniable, Malcolm et moi avons entièrement tourné notre attention vers le motif. Pourquoi ce vol soudain et frénétique? Sterling était censé être un cadre très en vue, incroyablement performant, gagnant des centaines de milliers de dollars par an. Il était marié à Camille, une femme douce et quelque peu naïve, actuellement enceinte de 6 mois de leur deuxième enfant. Il vivait dans un domaine tentaculaire, parfaitement entretenu. Pourquoi diable avait-il besoin de voler son frère ouvrier de ses économies de toute une vie? Malcolm a récupéré les registres fonciers, effectué des vérifications approfondies et retracé les dépôts financiers publics avec une précision chirurgicale. Il lui a fallu moins de 48 heures pour dresser un tableau horrible d'une ruine catastrophique totale. Sterling n'était pas seulement fauché. Il se tenait juste au bord effondré d'un abîme financier massif. Il avait développé une addiction massive et incontrôlable au jeu, mais pas dans un casino traditionnel. Il jouait en bourse avec des options à fort effet de levier, faisant du day trading sur des produits dérivés complexes qu'il comprenait à peine. Lorsque le marché a subi une forte baisse inattendue plus tôt dans l'année, Sterling a été frappé par d'énormes appels de marge écrasantes de la part de ses courtiers. Pour couvrir ses pertes initiales terrifiantes, il a emprunté massivement. Quand il a perdu cet argent emprunté, il a encore emprunté davantage. Malcolm a étalé la pile épaisse de documents sur son bureau en chêne poli, tapotant un stylo argenté contre les chiffres surlignés. Votre frère a de sérieuses dettes à taux d'intérêt élevés, a déclaré Malcolm, son ton clinique et froid. Son hypothèque est gravement en retard. Des prêteurs privés le pressent. Et la banque a déjà entamé la procédure de saisie sur le manoir. Les chiffres exacts sont affreux, Everett. Il est beaucoup plus proche de l'effondrement total que quiconque autour de lui ne le réalise. J'ai fixé les papiers, ressentant un sombre sentiment de justification m'envahir. L'enfant prodige était une fraude complète et indéniable. Le génie de l'entreprise avait fait du day trading tout l'avenir de sa famille dans un trou noir de dettes.
Mais en lisant plus loin dans la pile de documents, mon sentiment de justification s'est rapidement transformé en pur dégoût nauséabond. Ça empire encore, a dit Malcolm doucement, faisant glisser un dernier acte de propriété lourdement tamponné sur le bureau. Pour essayer d'obtenir un dernier prêt relais désespéré pour éloigner les appelants de Marge, Sterling avait besoin d'une garantie solide. Sa maison était déjà complètement sous l'eau, alors il a utilisé une propriété secondaire. J'ai regardé attentivement l'acte. C'était une petite cabane modeste au bord d'un lac tranquille. Les noms sur le titre appartenaient aux parents âgés de Camille. Les parents de Camille l'avaient ajouté à l'acte de la cabane il y a des années dans le cadre de leur planification successorale, a expliqué Malcolm, ses yeux sombres d'un intense mépris. Sterling le savait. Il a convaincu sa femme enceinte de signer une épaisse pile de documents qu'elle pensait être pour une restructuration fiscale de routine. En réalité, il a utilisé son intérêt de propriété et falsifié des documents de soutien pour obtenir une deuxième hypothèque sur la cabane. Il a jeté l'argent directement sur le marché volatile et a perdu chaque centime en moins d'une semaine. J'ai eu mal au cœur. Mon frère n'était pas seulement incroyablement arrogant. C'était un monstre absolu. Il était sur le point de perdre sa propre maison. Et quand la poussière retomberait, la banque allait légalement saisir la maison de deux personnes âgées innocentes qui lui faisaient entièrement confiance. Camille, lourdement enceinte et complètement ignorante, pensait qu'elle était mariée à un pourvoyeur très prospère. Elle n'avait absolument aucune idée que son mari était un parasite financier qui venait de détruire toute la retraite de ses parents. C'est exactement pourquoi le Nora était si incroyablement désespérée. Elle savait qu'elle devait tout savoir. Le seul moyen possible de rembourser les appels de Marge, d'arrêter la saisie imminente du manoir, et de rembourser discrètement la deuxième hypothèque de la cabane avant que Camille ne le découvre, était une injection immédiate et massive d'argent intraçable. Mon argent, mes 485 000 $. Ils étaient entièrement prêts à me jeter sous le bus, à me qualifier légalement de toxicomane et à voler 14 ans de mon sang, de ma sueur et de mes larmes. Tout cela pour dissimuler l'horrible fait que l'enfant prodige était un joueur dégénéré et trompeur qui avait volé sa propre femme enceinte. J'ai levé les yeux vers Malcolm, ma mâchoire serrée et mes muscles tendus. Le tout dernier lambeau de loyauté familiale que je possédais s'est évaporé dans l'air. Il n'y avait absolument plus aucune hésitation dans mon cœur. Je ne voulais plus seulement arrêter le vol. Je voulais brûler son faux empire jusqu'au sol. Comment punir des gens qui n'ont absolument aucune conscience ? J'ai quitté le bureau élégant de Malcolm en centre-ville et j'ai conduit mon Silverado rouillé directement à l'atelier de machines industrielles bruyant et poussiéreux où je travaillais. J'avais besoin de parler à Conrad. Conrad était le propriétaire de 62 ans de l'atelier. C'était un homme bourru, très grisonnant, qui fumait constamment des cigares bon marché et avait oublié plus de choses sur l'ingénierie mécanique complexe que la plupart des gens n'en apprendraient jamais de leur vie. Il m'a embauché alors que j'étais juste un enfant perdu et en colère, il m'a appris le métier exténuant et, au fil des ans, il est devenu bien plus un père pour moi que Harlon ne l'a jamais été. Conrad était celui qui m'avait patiemment enseigné les fonds indiciels, la vraie valeur d'un dollar gagné par un travail physique épuisant, et la construction d'un respect de soi incassable. Au cours des dernières années, il m'avait également tranquillement préparé à prendre davantage de responsabilités dans l'entreprise, me laissant l'acheter pièce par pièce selon un accord de succession que personne dans ma famille ne connaissait. Je l'ai trouvé dans la baie arrière résonnante, les coudes plongés dans la graisse, en train de reconstruire un énorme bloc moteur diesel. Je me suis appuyé contre l'établi métallique lourd et j'ai déversé toute l'incroyable histoire. Je lui ai tout raconté sur le document médical falsifié, la dette catastrophique cachée de Sterling, la trahison écœurante des parents âgés de Camille et la menace agressive d'un procès de ma mère. Conrad a lentement essuyé ses grandes mains sur un chiffon sale, a retiré le cigare éteint de sa bouche et m'a regardé avec des yeux incroyablement froids et durs. Quand une machine est juste un peu cassée, tu remplaces la courroie et tu la répares, a grogné Conrad, sa voix sonnant exactement comme du gravier broyé dans une bétonnière. Mais quand le bloc interne est profondément fissuré, quand la rouille et la pourriture descendent jusqu'au cœur, tu n'essaies pas de le réparer. Tu y donnes un grand coup de masse. Tu le démontes complètement et tu le mets à la ferraille pour les pièces. Ils ont dépassé la ligne rouge quand ils se sont attaqués à ta santé mentale et à tes moyens de subsistance. Ne te fâche pas, Everett. Sois clinique. Il avait absolument raison. J'ai sorti mon téléphone et rappelé Malcolm immédiatement. Je lui ai dit de préparer l'artillerie lourde. Je dois savoir exactement ce que vous allez me facturer pour cela, ai-je dit fermement à l'avocat.
la rédaction de plaintes fédérales complexes, le traitement de la fraude bancaire, ma représentation devant les tribunaux. Dites-moi vos honoraires de provision tout de suite. Malcolm a ri à l'autre bout du fil, mais ce n'était pas un son chaleureux et amical. C'était un rire aigu, sombre et rempli d'un vieux ressentiment amer. Je fais cela entièrement pro bono, Everett, a répondu Malcolm, sa voix se tendissant d'une intense émotion. Considérez-le comme une courtoisie professionnelle, et très personnelle. Personnelle ? J'ai demandé, sincèrement confus par sa générosité. Il y a 8 ans, a dit Malcolm doucement, la colère vibrant dans ses mots. Votre mère, Lenora, a décidé qu'elle n'aimait pas que ma jeune sœur fasse partie du même prestigieux comité du country club qu'elle. Pour la faire retirer, votre mère a lancé une rumeur vicieuse, entièrement fabriquée, selon laquelle ma sœur volait de l'argent au fonds de bienfaisance du club. Cela a complètement ruiné sa réputation dans cette ville. Ma sœur a subi une grave dépression nerveuse et a dû déménager à travers le pays juste pour recommencer sa vie. J'ai attendu 8 longues années pour trouver un moyen légal et irréfutable d'écraser la précieuse position sociale de Lenora. Vous venez de me donner l'arme parfaite. Je vais vraiment savourer ça. C'était presque parfaitement poétique. Lenora avait passé toute sa vie à marcher malicieusement sur des innocents pour s'élever. Et maintenant, les fantômes en colère de son passé s'unissaient pour la traîner tout en bas. Avec l'aide experte de Malcolm, j'ai officiellement déposé une plainte réglementaire massive et incroyablement détaillée auprès de l'autorité de réglementation de l'industrie financière, également connue sous le nom de FINRA. Nous avons soumis le document médical falsifié, la preuve indéniable de la révocation de la licence médicale de Curtis, et un calendrier très détaillé de la tentative de transfert non autorisé de Lenora. Nous avons également déposé un second rapport dévastateur directement auprès du FBI pour fraude télégraphique et falsification de documents fédéraux. Lorsque ces plaintes parviendraient aux courtiers et aux enquêteurs, elles ne gèleraient pas magiquement chaque dollar que Lenora et Arlon possédaient. Mais les comptes directement liés à la tentative de transfert pourraient être placés sous examen pour fraude. Les transactions liées pourraient être restreintes et les assignations à comparaître pourraient élargir l'enquête à partir de là. Pour des personnes qui vivaient d'un accès facile au crédit et d'apparence soigneusement gérée, même un gel ciblé serait dévastateur. Le piège était entièrement tendu. Le mécanisme était solidement verrouillé en place. Tout ce que j'avais à faire était d'attendre patiemment qu'il tire le levier et, comme par hasard, un triste vendredi après-midi, mon téléphone a vibré. C'était un autre message texte de Lenora. Nous avons un dîner de famille formel chez Sterling ce dimanche à 6 heures. Le message disait, ton père et moi sommes prêts à suspendre le procès si tu viens négocier un transfert pacifique des fonds. Ne sois pas en retard et porte quelque chose de convenable. Camille est déjà assez stressée. Un transfert pacifique. Il pensait encore vraiment avoir le dessus. Il pensait encore que j'étais profondément intimidé par la menace vide de tribunal. Il voulait me traîner dans le manoir chic et factice de Sterling, m'asseoir à une table en acajou, et utiliser le nombre pour me forcer à abandonner mes économies. J'ai fixé l'écran lumineux, laissant un sourire lent, incroyablement dangereux, effleurer mes lèvres. Je serai là, ai-je répondu en tapant. J'ai hâte de résoudre ça. J'ai verrouillé mon téléphone et l'ai jeté sur le siège passager de mon camion. Le dîner du dimanche allait être une exécution, et c'était eux qui avaient fièrement construit la potence. Si cette histoire vous touche de près ou vous met en rage, s'il vous plaît, envisagez de montrer votre soutien. Vos interactions comptent énormément pour moi. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner et à laisser un commentaire ci-dessous pour nous dire de quelle ville, État ou pays vous nous regardez. Chaque interaction aide plus de personnes à découvrir ces histoires satisfaisantes. Le trajet de mon appartement exigu et modeste jusqu'au vaste domaine de Sterling a duré exactement 45 minutes, mais il a semblé voyager entre deux univers complètement différents. Le soleil commençait à peine à se coucher, projetant de longues ombres dramatiques sur les routes fraîchement pavées de la communauté fermée. Quand j'ai garé mon Ford Silverado 2008 devant les lourdes portes de sécurité en fer, le garde en uniforme est sorti de sa guérite et a lancé un regard noir à mon pare-choc rouillé comme si je conduisais un camion poubelle. Je lui ai donné l'adresse de Sterling et il a actionné à contre-cœur le bouton pour laisser les immenses portes s'ouvrir. J'ai roulé lentement dans les rues sinueuses bordées d'énormes chênes et de pelouses parfaitement entretenues qui coûtaient plus cher à entretenir chaque mois que ce que je dépensais en course en un an. J'ai garé mon camion usé et taché de graisse délibérément à côté de sa brillante Porsche Macan bleu nuit. Le contraste pur entre les deux véhicules était presque poétique.
L'un était une machine fiable qui gagnait sa vie par un travail acharné et exténuant. L'autre était une illusion fragile, louée, entièrement possédée par une banque. J'ai coupé le moteur qui toussait, j'ai pris une profonde inspiration de l'air frais du soir et j'ai saisi le gros dossier jaune qui reposait sur le siège passager. En marchant sur le chemin de pierre vers la lourde porte d'entrée en chêne, je n'ai pas pris la peine de frapper. J'ai juste tourné la poignée en laiton et je suis entré directement. L'odeur immédiate de la maison était suffocante de perfection. Ça sentait les bougies à la vanille coûteuse, le romarin rôti, et le riche cabernet sauvignon. L'entrée était pavée de marbre poli, et j'entendais le son faible et sophistiqué de la musique classique provenant de haut-parleurs cachés. J'ai marché lentement vers la salle à manger formelle, le lourd bruit de mes bottes de travail résonnant fortement sur les parquets, brisant le silence délicat et organisé de la maison. Quand je suis entré dans l'arche de la salle à manger, le léger murmure de la conversation s'est instantanément arrêté. Ils étaient là, disposés autour d'une immense table en acajou comme des acteurs sur une scène éclairée. Sterling était assis au bout de la table, ressemblant à un mannequin de catalogue dans un doux pull en cachemire de couleur crème. Mon père, Arlon, était assis à sa droite, portant une chemise boutonnée impeccable et faisant tournoyer un verre de vin rouge foncé. Camille, la femme de Sterling, était lourdement enceinte et virevoltée autour de la table, arrangeant les couverts en argent avec un sourire chaleureux et complètement inconscient sur son visage. Et puis il y avait Leonora. Ma mère se tenait près du bout de la table, portant un chemisier élégant en soie, me regardant avec un mélange d'impatience extrême et de dégoût mal dissimulé. Eh bien, regardez qui a enfin décidé de se montrer et d'affronter la réalité, annonça Leonora, sa voix dégoulinante d'une condescendance bien rodée. Elle me regarda de haut en bas, ses yeux s'arrêtant sur ma veste de travail en toile foncée. Je vois que tu n'as même pas pris la peine de te doucher ou de mettre un costume. Nous essayons d'avoir un dîner de famille civilisé, Everett. Essaie de ne pas abîmer le revêtement. Je n'ai pas mordu à l'hameçon évident. Je me suis juste dirigé vers la chaise la plus éloignée, celle la plus proche de la porte battante de la cuisine, la même place de paria où il me forçait toujours à m'asseoir, et je me suis assis lourdement. J'ai posé le dossier jaune à plat sur la table, juste à côté de mon verre de vin vide. Je suis parfaitement à l'aise, ai-je dit doucement, m'adossant et croisant les bras. Sautons les banalités. Vous avez dit que nous devions négocier, alors négocions. Camille s'est approchée et m'a versé un verre d'eau glacée, offrant un sourire compatissant et plein de pitié. C'est bon, Everett, a-t-elle chuchoté doucement, croyant clairement au mensonge qu'on lui avait raconté. Sterling nous a dit que tu traversais une période financière et mentale très difficile en ce moment. Nous sommes ta famille. Nous voulons juste t'aider à gérer les choses avant que tu ne perdes tout. J'ai regardé Camille. Elle était si douloureusement naïve. Sterling avait en fait convaincu sa femme enceinte que c'était moi qui croulais sous les dettes et souffrais d'une dépression nerveuse, et qu'ils intervenaient gracieusement pour me sauver de moi-même. Leonora s'éclaircit bruyamment la gorge, reprenant le contrôle de la pièce. Elle posa les deux mains à plat sur la table en acajou et se pencha en avant, essayant de ressembler à une dictatrice bienveillante mais sévère. Écoute-moi très attentivement, Everett, dit Leonora, son ton vif et autoritaire. Nous savons que tu es en colère, mais tu nous as forcé la main. Ton comportement erratique et ton instabilité évidente ne nous laissent pas le choix. Ton frère est prêt à passer l'éponge sur le manque de respect agressif que tu as montré à cette famille. Nous sommes prêts à renoncer aux avocats. Nous ne te traînerons pas dans une bataille judiciaire publique désordonnée qui ruinera la petite carrière qu'il te reste. Tout ce que tu as à faire est de signer les formulaires d'autorisation de libération ce soir. Elle fit glisser une pile soignée de documents juridiques sur le bois lisse vers moi. Signe le transfert, ordonna Leonora. Transfère les 485 000 $ sur le compte de gestion de Sterling. Nous te donnerons une petite allocation mensuelle pour vivre. Et en retour, tu conserveras ta liberté et tu resteras en dehors des tribunaux. C'est la meilleure offre que tu obtiendras jamais, Everett. Ne sois pas stupide. J'ai regardé la pile de papier. Puis j'ai regardé Leonora. Puis j'ai regardé Sterling, qui faisait tournoyer son vin avec un sourire suffisant et profondément arrogant sur le visage. Il croyait vraiment m'avoir complètement piégé. Le silence dans la salle à manger était lourd, rompu seulement par le léger tic-tac d'une grande horloge grand-père dans le couloir. Sterling prit une gorgée lente et confiante de son vin cher. S'adossant à sa chaise sur mesure, il me regarda avec une expression de pure pitié non dissimulée, le genre de regard qu'un roi riche pourrait jeter à un paysan affamé mendiant du pain.
Signe simplement les papiers, grand frère, dit Sterling, sa voix douce et incroyablement condescendante. Tu ne sais pas gérer le capital. Tu répares des climatiseurs cassés pour vivre. Je suis sur le point d'être nommé directeur des opérations de ma société de logistique la semaine prochaine. Je sais comment faire travailler l'argent. J'investirai correctement ton petit fonds et, peut-être, si tu te comportes bien, je te couperai un chèque de dividende à la fin de l'année. Considère cela comme une mission de sauvetage. Je n'ai pas tendu la main vers le stylo. Je n'ai pas touché les documents juridiques. Au lieu de cela, j'ai lentement décroisé mes bras, j'ai fouillé dans la poche profonde de ma veste en toile et j'ai sorti mon smartphone. J'ai déverrouillé l'écran et ouvert mon application bancaire sécurisée. J'ai tapé quelques boutons, naviguant directement vers la page du compte fiduciaire original. L'écran brillait vivement dans l'éclairage tamisé et romantique de la salle à manger. Sans dire un seul mot, j'ai posé le téléphone à plat sur le bois d'acajou poli et j'ai utilisé mon index pour le faire glisser sur toute la longueur de la table. Il s'est arrêté juste devant le verre de vin en cristal de Sterling. « Regarde ton nouveau capital d'investissement, Sterling, dis-je doucement. » Sterling fronça les sourcils, visiblement agacé par mon manque de conformité. Il se pencha en avant, louchant légèrement pour lire l'écran lumineux. J'ai observé les micro-expressions de son visage changer en temps réel. C'était une chose magnifique, profondément satisfaisante à observer. D'abord, il y a eu une légère confusion. Puis, ses sourcils foncés se sont froncés d'incrédulité totale. Il a cligné rapidement des yeux, une fois, deux fois, et s'est complètement penché sur la table, touchant presque son nez à l'écran de verre, comme si ses yeux hallucinaient activement. La couleur a complètement fui son visage. Le sourire suffisant, arrogant et insupportable a disparu instantanément, remplacé par une expression de choc pur et non dissimulée, la mâchoire pendante. Ses mains, reposant nonchalamment sur la table quelques secondes auparavant, ont commencé à trembler de manière incontrôlable. « Qu'est-ce que c'est » exigea le Nora, sa voix soudainement perçante d'anxiété, remarquant que son enfant prodige défaillait. « Sterling, qu'est-ce que l'écran dit » Sterling ne put lui répondre. Sa bouche s'ouvrit et se ferma comme un poisson mourant, mais aucun son n'en sortit. Il était complètement paralysé. Le Nora poussa un soupir très exaspéré, se leva agressivement de sa chaise et marcha vers le côté de la table de Sterling. Elle arracha le téléphone du bois et fixa l'application bancaire. Elle se figea. Tout son corps devint complètement rigide, comme si elle venait d'être frappée par un éclair à haute tension. La main tenant mon téléphone commença à trembler si violemment que je pensais qu'elle allait le laisser tomber et briser l'écran. Elle regarda le nombre, puis me leva les yeux, ses yeux écarquillés d'une panique frénétique, sauvage et complètement dérangée. « Où est-il » murmura le Nora, sa voix se brisant, perdant complètement son ton autoritaire. « Où sont les 485 000 $? Pourquoi ce compte indique-t-il 1500 ?» J'ai pris mon verre d'eau, j'ai bu une gorgée très lente et délibérée, et je l'ai reposé doucement. « Oh, je l'ai déplacé, dis-je nonchalamment, souriant directement à son visage terrifié. J'ai déplacé chaque centime vers un compte de courtage privé fortement crypté que personne d'entre vous ne pourra jamais trouver, toucher ou légalement accéder. Tu ne peux pas faire ça, aboya soudain mon père, Arlon, se levant et claquant son poing sur la table, faisant teinter les couverts en argent. Nous sommes tes mandataires légaux. Nous avons déposé les documents auprès du cabinet fédéral. Oui, vous avez déposé les documents, acquiesçai-je calmement. Mais quand la responsable de la conformité m'a appelé pour vérifier la transaction, j'ai révoqué définitivement votre statut de mandataire. Je vous ai bloqué. L'argent est parti. Sterling est soudainement sorti de son choc paralysant. Il a claqué ses deux mains sur la table et s'est penché vers moi, son visage prenant une teinte cramoisie sombre et dangereuse. 1500, hurla Sterling, sa voix résonnant violemment sur les murs de la salle à manger. Tu as vidé un demi-million de dollars et tu as laissé 15 cents? Quel genre de blague malade et tordue est-ce? J'ai regardé droit dans les yeux furieux et paniqués de mon frère. J'ai laissé le silence s'étirer pendant 5 secondes complètes avant de répondre. Te souviens-tu d'il y a 7 ans, Sterling, ai-je demandé, ma voix tombant à un murmure bas et dangereux. Te souviens-tu de la semaine de Noël? Tu as fait sauter la transmission de ta toute première Porsche louée parce que tu l'as conduite comme un idiot dans une tempête de neige massive. Tu m'as appelé à 2 heures du matin, me suppliant de la remorquer et de la réparer avant que le concessionnaire ne le découvre et n'annule ta garantie.
J'ai passé 3 jours froids et misérables, allongé sur le sol de béton glacé de mon garage non chauffé, à me fendre les phalanges, reconstruisant cette transmission à partir de zéro. Sterling déglutit difficilement, ses yeux allant et venant. Quand je t'ai finalement rendu les clés, ai-je continué, sans jamais rompre le contact visuel. Tu n'as pas dit merci. Tu as fouillé dans ton manteau de laine sur mesure, tu as sorti 3 pièces de 500 sales, tu les as jetées directement à mon visage et tu as ri. Tu as dit, tiens, un pourboire pour le mécanicien poubelle. Va t'acheter un café. Toute la salle à manger était silencieuse. Camille regardait son mari avec une horreur absolue, ses mains couvrant sa bouche. Alors, ai-je souri, en m'adossant à ma chaise. J'ai décidé de te rendre l'appareil. J'ai laissé exactement 3 pièces de 500 sur ce compte. 1500. Prends-les, Sterling. Va t'acheter un café. Tu vas avoir besoin de la caféine quand la banque te bloquera l'accès à cette maison. Es-tu fou, hurla Lenora, perdant entièrement le faux sang-froid qui lui restait. Elle jeta mon téléphone sur la table. Espèce de petit monstre vindicatif et jaloux. Tu ne peux pas voler la propriété de la famille. J'appelle la police tout de suite. Je te ferai arrêter pour vol qualifié. J'ai laissé échapper un rire fort et sincère qui sembla résonner dans toute la maison. J'ai tendu la main et posé ma main lourde et calleuse sur le gros dossier jaune que j'avais apporté avec moi. Appelle-les, je défiai, mes yeux fixant les siens. Appelle la police tout de suite, Lenora, parce que j'adorerais expliquer à un détective fédéral exactement comment vous avez réussi à soumettre une déclaration de difficulté d'urgence. J'ai ouvert le dossier jaune. J'ai sorti une photocopie nette et haute résolution du document exact qu'elle avait soumis à la société de courtage. Je l'ai jeté au centre de la table. Ceci est un affidavit médical, ai-je dit fort, m'assurant que Arlon et Camille entendaient chaque mot. Selon ce document très officiel et juridiquement contraignant, je souffre actuellement d'un grave traumatisme psychologique et d'une dépendance paralysante aux drogues. C'est ce que vous avez soumis à une institution financière fédérale pour contourner illégalement mon consentement. Le visage de Lenora est passé du rouge de colère au pâle écœurant en l'espace de 3 secondes. Elle a fixé le papier comme si c'était un serpent venimeux. Mais voici la partie intéressante, ai-je continué, sortant un second document du dossier et le claquant à côté du premier. Mon avocat, Malcolm qui, soit dit en passant, se souvient exactement de ce que vous avez fait à sa sœur il y a 8 ans au Country Club a fait quelques recherches sur la signature de ce formulaire médical. Vous avez utilisé le docteur Curtis. L'ancien compagnon de boisson de Sterling à l'université. Sterling a tressailli violemment, reculant d'un grand pas de la table. Saviez-vous, ai-je demandé, regardant directement les yeux terrifiés de Lenora, que votre bon ami Curtis s'est fait révoquer définitivement sa licence médicale par l'ordre des médecins de l'État il y a exactement 1 mois pour avoir rédigé des prescriptions illégales et frauduleuses. Lenora halta, ses mains s'envolant vers sa poitrine. Elle regarda Sterling, complètement trahi. Tu m'as dit qu'il était un psychiatre agréé, lui siffla-t-elle. Il était le seul à signer sans l'examiner, paniqua Sterling, sa voix se brisant complètement. Alors, ai-je résumé, ma voix complètement dépourvue de toute sympathie. Vous avez soumis une fausse évaluation psychiatrique signée par un criminel sans licence et déshonoré à une banque fédérale dans le but de voler 485 000 $. Ce n'est pas juste un désaccord familial, maman. C'est de la fraude télégraphique, du vol d'identité et de la conspiration en vue de commettre une fraude bancaire fédérale. J'ai fait une pause, laissant le poids écrasant de la réalité s'installer dans la pièce. Et j'ai déjà envoyé toutes ces preuves directement à l'autorité de régulation de l'industrie financière et au FBI vendredi matin. Vous n'allez pas me poursuivre en justice, Lenora. Vous allez avoir besoin de cet avocat pour vous éviter une prison fédérale. Arlon s'est effondré sur sa chaise, enfouissant son visage dans ses mains, gémissant de désespoir absolu. Mais je n'avais pas fini. La mère et le père étaient démantelés, mais l'enfant prodige devait encore être complètement brisé. J'ai entièrement tourné mon attention vers Camille. Elle se tenait figée près du buffet, serrant son ventre de femme enceinte, les larmes montant dans ses grands yeux terrifiés. Elle venait de réaliser que la famille dans laquelle elle s'était mariée était un syndicat de menteurs et de criminels. Camille, dis-je, ma voix s'adoucissant juste un peu, mais restant complètement ferme. Je suis vraiment désolé que tu aies été entraînée dans ce cauchemar. Mais tu dois savoir exactement pourquoi Sterling était si incroyablement désespéré de voler mon argent aujourd'hui.
Ne dis plus un mot, hurla Sterling, se jetant sur la table. Tais-toi, Everett. Je te jure. Je l'ignorais complètement, sortant la dernière pile de documents financiers surlignés du dossier. Sterling n'achète pas une nouvelle maison, Camille, dis-je clairement, parlant par-dessus ses cris frénétiques. Il n'a pas payé l'hypothèque de ce manoir depuis 6 mois. La banque va saisir cette propriété dans exactement 10 jours. Il doit 45 000 $ en carte de crédit et 150 000 $ supplémentaires en dette de jeu illégale non garantie provenant du day trading. Il est complètement et désespérément en faillite. Camille laissa échapper un son qui était moitié halètement, moitié sanglot. Elle pressa ses 2 mains sur sa bouche, secouant lentement la tête. « Non, murmura-t-elle. Non, il m'a dit qu'il allait être promu. Nous allons avoir un bébé. Je suis tellement désolé, Camille, dis-je, portant le coup final le plus dévastateur. Mais ce n'est même pas le pire. Pour tenter de couvrir ses pertes de jeu le mois dernier, Sterling avait besoin de garanties. Te souviens-tu de ces documents de restructuration fiscale qu'il t'a demandé de signer il y a quelques semaines? Camille hocha lentement la tête, ses yeux écarquillés d'horreur absolue, les larmes coulant enfin sur ses joues. Ce n'étaient pas des documents fiscaux, dis-je doucement. Tes parents t'ont mise sur l'acte de propriété de la cabane il y a des années pour la planification successorale. Sterling a utilisé ton intérêt de propriété, falsifié les documents de soutien et t'a piégé pour que tu signes une deuxième hypothèque sur leur cabane de retraite. Il a pris l'argent, l'a jeté en bourse et l'a tout perdu. La cabane est maintenant liée à la réclamation du prêteur. Camille, tes parents pourraient perdre la maison qu'ils t'ont fait confiance de protéger. Le son du verre de vin en cristal coûteux glissant de la main de Camille et se brisant en 100 morceaux sur le parquet a résonné comme un coup de feu dans la pièce silencieuse. Merci beaucoup à tous ceux qui sont restés patiemment avec cette histoire jusqu'à ce moment intense. Si vous ressentez la chaleur de cette vengeance, laissez un commentaire avec les mots « toujours là » ci-dessous. C'est un petit badge d'honneur montrant que vous êtes arrivé au climax et je vais personnellement aimer et répondre à chaque commentaire qu'il inclut. Finissons en. La dévastation absolue sur le visage de Camille était vraiment difficile à regarder. Elle se tenait là, complètement paralysée, fixant le verre brisé et le vin rouge qui s'étendait sur le magnifique parquet. Cela ressemblait exactement à du sang. Elle leva lentement la tête et fixa Sterling. Le regard dans ses yeux n'était plus de la confusion ou de la peur. C'était de la haine pure et non dissimulée. C'était le regard d'une femme qui venait de réaliser qu'elle dormait à côté d'un monstre complet. « Tu m'as juré » murmura Camille, sa voix tremblant si violemment qu'elle pouvait à peine former les mots. « Tu m'as regardé dans les yeux. Tu as posé ta main sur mon ventre. Et tu m'as juré que tu avais arrêté le day trading quand nous avons appris que j'étais de nouveau enceinte. Tu l'as juré, Sterling. Camille, s'il te plaît. Tu dois m'écouter, supplia Sterling, sa voix se brisant en un gémissement pitoyable et aigu. Il se précipita sur le bord de la grande table en acajou, ignorant complètement sa mère, qui était actuellement en hyperventilation sur sa chaise. Il tendit la main pour attraper les bras de Camille, mais elle le repoussa violemment, trébuchant en arrière jusqu'à ce que son dos heurte la commode coûteuse. « Ne me touche pas » cria-t-elle, sa voix déchirant le silence de la maison. « Tu as volé la maison de mes parents. Mon père a construit cette cabane de ses propres mains et tu l'as volée pour jouer à un jeu stupide sur ton ordinateur. Tu me dégoûtes. » Sterling était maintenant en mode panique aveuglante. L'enfant prodige parfaitement soigné transpirait abondamment, son pull en cachemire sur mesure semblant complètement ridicule sur sa silhouette tremblante. Il se retourna vers moi, ses yeux écarquillés et frénétiques, cherchant désespérément une bouée de sauvetage possible. « Je peux réparer ça » hurla Sterling, pointant un doigt tremblant vers moi. « Je peux tout réparer. Tu ne sais rien, Everett. Je suis officiellement promu directeur des opérations la semaine prochaine. Mon nouveau salaire et le bonus exécutif couvriront facilement les appels de marge. Je peux obtenir un prêt d'entreprise pour rembourser discrètement la cabane avant que la banque ne la saisisse. Tu n'as rien ruiné. Je suis trop important pour la firme. » Je le regardais, le voyant tenter désespérément de reconstruire son illusion brisée avec rien d'autre que de l'air et des mensonges. Je laissai échapper un rire lent et discret. Je ramassai lentement mon dossier jaune vide de la table, le pliai en deux, et le tapotai contre ma jambe. « Tu es vraiment complètement inconscient, Sterling, dis-je, secouant la tête avec un sourire sincère de victoire. Penses-tu vraiment que je viendrai ici,
que je lâcherai une bombe massive sur ta vie personnelle, et que je laisserai ta vie professionnelle complètement intacte? Sterling se figea. L'énergie frénétique et désespérée le quitta complètement. Que as-tu fait? Murmura-t-il, les yeux terrifiés. J'ai fait quelques pas vers lui, envahissant son espace, le forçant à lever les yeux vers moi. Tu as passé toute ta vie à te vanter de ton incroyable entreprise de logistique, dis-je doucement. Tu parlais toujours de la façon dont tu gérais des chaînes d'approvisionnement massives pour la fabrication industrielle lourde. Mais parce que tu m'as toujours regardé de haut, parce que tu pensais que mon travail de sale mécanicien était en dessous de toi, tu n'as jamais vraiment pris la peine d'apprendre le nom de l'entreprise pour laquelle je travaille. Sterling déglutit difficilement, sa pomme d'Adam bougeant. Je travaille pour Apex Industrial Engineering, lui dis-je, observant la prise de conscience apparaître lentement sur son visage. Et il s'avère que ton entreprise de logistique impeccable est le plus grand client de la chaîne d'approvisionnement d'Apex. Nous détenons des contrats massifs de plusieurs millions de dollars avec tes patrons. Sterling secoua rapidement la tête, reculant. Non, non, cela ne signifie rien. Cela signifie tout, le corrigeai-je, ma voix complètement froide. Conrad a commencé à planifier sa succession il y a des années. J'ai utilisé mes économies pour la compte et j'ai acheté des parts d'Apex via un accord de financement vendeur à long terme lié au travail que j'avais déjà effectué pour l'entreprise. La semaine dernière, lorsqu'il a officiellement pris sa retraite du travail sur le terrain, les derniers documents ont été signés et ma participation a atteint 20%. Je ne suis plus seulement un mécanicien, Sterling. Je suis un partenaire corporatif majeur et je suis le client le plus grand, le plus important de votre entreprise. Les genoux de Sterling se sont légèrement dérobés. Il a dû s'agripper au dossier d'une chaise de salle à manger pour se maintenir debout. Et en tant que partenaire corporatif profondément préoccupé, ai-je poursuivi, ne montrant absolument aucune pitié. J'ai estimé qu'il était de mon devoir professionnel d'informer le conseil d'administration de votre entreprise de logistique que leur nouveau directeur général potentiel est actuellement noyé dans des dettes de jeu illégales. A commis une fraude immobilière et fait actuellement l'objet d'une enquête fédérale pour falsification de documents médicaux. Non, halta Sterling, les larmes coulant enfin de ses yeux terrifiés. Tu n'as pas fait ça. Absolument, ai-je souri. J'ai envoyé le dossier complet au PDG, au conseiller général et au comité d'audit du conseil d'administration à exactement 2 heures cet après-midi. Je ne leur ai pas demandé de me croire. Je leur ai donné les documents et leur ai dit de vérifier chaque page. Vérifie ton téléphone, Sterling. Vérifie ton email professionnel. Sterling fouilla frénétiquement dans sa poche et sortit son smartphone coûteux. Il tapota frénétiquement l'écran, essayant d'ouvrir son application de messagerie professionnelle. Il est écrit « Accès refusé », murmura Sterling, fixant l'écran avec une horreur absolue. Le serveur m'a bloqué. Parce qu'ils ont suspendu ton accès en attendant une enquête d'urgence, Sterling, ai-je dit, assénant le coup final. La promotion est gelée. Il n'y a pas de bonus exécutif ce soir, pas de prêt d'entreprise, et pas d'échappatoire net aux questions qu'ils sont sur le point de te poser. Le silence absolu qui a suivi ma révélation était assourdissant. C'était le silence lourd et suffocant de tout un empire s'effondrant en poussière. Sterling a laissé tomber son smartphone sur le parquet. Il a atterri avec un bruit sourd. L'écran s'est complètement fissuré, reflétant toute sa vie. Il s'est lentement effondré sur ses genoux, là, dans la salle à manger, enfouissant son visage dans ses mains tremblantes, laissant échapper un sanglot aigu et pathétique. L'enfant prodige, le maître du levier, le génie de l'entreprise, était littéralement à genoux sur le sol, pleurant comme un bambin brisé. Camille ne lui offrit pas un seul gramme de réconfort. Elle ne s'agenouilla pas à ses côtés ni ne lui toucha l'épaule. Elle le regarda avec une froideur qui me fit frissonner. Elle enjamba entièrement sa forme agenouillée, saisit sa coûteuse bourse sur le buffet et sortit son téléphone. « J'appelle mon père pour qu'il vienne me chercher », annonça Camille, sa voix étrangement calme malgré les larmes qui maculaient son visage. « Je fais mes valises ce soir. Demain matin, la première chose que je ferai sera d'engager l'avocat spécialisé dans le divorce le plus féroce de cette ville et je lui remettrai tous les dossiers financiers de cette maison. Si tu oses un jour contacter mes parents ou t'approcher de mes enfants, je m'assurerai personnellement que tu ailles en prison pour avoir falsifié ma signature. » Camille, gémit Sterling depuis le sol, tendant désespérément une main vers sa cheville. « S'il te plaît, je peux expliquer. » Camille lui donna un coup de pied violent.
Ne me touche plus jamais, siffla-t-elle avec venin. Elle fit demi-tour, son ventre de femme enceinte ouvrant la voie, et sortit directement de la salle à manger. Quelques secondes plus tard, la lourde porte d'entrée en chêne claqua si violemment que le lustre en cristal au-dessus de la table de salle à manger trembla. Pendant ce temps, à l'autre bout de la table, mes parents connaissaient leur propre effondrement catastrophique. Mon père, Arlon, avait finalement sorti son téléphone de sa poche. Il fixait sa boîte de réception, son visage se tordant en un masque de rage pure et non dissimulée. « Leonora » grogna Arlon, sa voix vibrant de colère. Les veines de son cou saillaient contre son col impeccable. Leonora leva les yeux de sa chaise, son maquillage complètement ruiné par ses larmes terrifiées. « Quoi » murmura-t-elle faiblement. « Je viens de recevoir une alerte de sécurité automatisée de notre courtier » hurla Arlon, claquant le téléphone sur la table. Le compte d'investissement joint est sous blocage pour fraude et les virements depuis le compte courant lié ont été restreints en attendant un examen. Il demande des documents et une vérification d'identité. Leonora, sur quoi as-tu mis mon nom? Il se leva, dominant sa femme en pleurs, pointant un doigt tremblant directement vers son visage. Tu as falsifié un document fédéral, cria Arlon, enfin courageux après 30 ans à lui permettre son comportement toxique. Tu as mis mon nom, ma réputation et toute ma retraite en danger pour couvrir les dettes de jeu de ce minable pathétique. Tu as complètement détruit nos vies, Leonora. Nous sommes sur liste noire. J'essayais juste de protéger notre famille, lui hurla Leonora, sanglotant de manière incontrôlable, ses mains agrippant ses cheveux. Je ne voulais pas qu'il perde la maison. Je pensais qu'Everett ne remarquerait pas ou qu'il s'en remettrait, comme il le fait toujours. Il n'est plus un enfant, espèce d'idiote absolue, cracha Arlon, le visage rouge de fureur. Il est le seul de cette famille à avoir de l'argent réel, et tu as essayé de le voler. Arlon se détourna d'elle avec un dégoût absolu. Il ne regarda même pas Sterling qui pleurait sur le sol. Il sortit simplement de la salle à manger, se dirigeant à l'étage, abandonnant complètement sa femme à la terrifiante réalité de ses propres actions. Je suis resté là un instant, observant simplement la belle et chaotique destruction. J'avais passé toute mon enfance à désirer leur approbation, à me casser le dos pour gagner juste un peu de respect, espérant qu'ils me regarderaient enfin et seraient fiers. Mais en les regardant se retourner les uns contre les autres comme des rats acculés et affamés sur un navire en perdition, j'ai réalisé que je ne voulais plus leur approbation. Leur approbation était complètement sans valeur. J'ai fouillé dans la poche intérieure de ma lourde veste en toile une dernière fois. J'ai sorti un morceau de papier carbone jaune vif plié. J'ai marché lentement vers Leonora, qui sanglotait, le visage enfoui dans ses bras sur la table. J'ai laissé tomber le papier jaune juste à côté de sa tête. « Qu'est-ce que c'est » sanglota Leonora aveuglément, sans lever les yeux. « C'est une facture » dis-je doucement, remontant la fermeture éclair de ma veste. Au cours des 14 dernières années, je suis venu chez vous chaque fois que votre climatisation tombait en panne, chaque fois qu'un tuyau éclatait, chaque fois que votre fournaise mourait en plein hiver. J'ai payé les pièces de ma poche et j'ai fait le travail brutal gratuitement parce que vous m'avez dit que la famille est toujours la famille. Leonora leva lentement la tête, regardant le papier jaune à travers ses larmes. Le total pour 14 ans de pièces professionnelles, de travail d'urgence le week-end et de conditions dangereuses est de 12 500 $, lui dis-je froidement. Les conditions de paiement sont nettes 30 jours. Puisque vous étiez si désireuse de gérer agressivement les ressources familiales, j'attends un chèque certifié par la poste avant la fin du mois. Engagez un professionnel la prochaine fois. J'entends dire qu'il facture le double. J'ai tourné le dos à l'épave et j'ai descendu le couloir. Je n'ai pas regardé une seule fois en arrière. J'ai ouvert la lourde porte d'entrée et je suis sorti dans l'air frais et glacial de la nuit. En descendant la longue allée vers mon Silverado rouillé, j'ai regardé la Porsche polie, mais louée, de Sterling garée à côté. C'était une machine magnifique et impressionnante, mais ce n'était qu'une coquille vide. Elle était entièrement possédée par une banque, conduite par une fraude complète, et garée devant une maison géante construite sur un fondement de mensonges. Je suis monté dans mon camion, j'ai tourné la clé et j'ai écouté le rugissement familier et réconfortant du moteur. J'ai reculé dans la rue et je suis parti, laissant la famille américaine parfaite suffoquer dans les ruines toxiques de leur propre fabrication. 6 mois se sont écoulés depuis ce dîner explosif du dimanche, et les retombées ont été absolument spectaculaires. Dans le monde réel, les actions ont des conséquences très réelles, très douloureuses.
Sterling n'a pas pu couvrir ses appels de marge sans mon fonds fiduciaire pour agir comme un parachute magique. La banque a finalisé la saisie de son vaste manoir de 5 chambres. L'examen d'urgence de son employeur s'est transformé en une enquête interne formelle. Et après que le conseil d'administration a vérifié la faute financière et les conflits non divulgués, il a perdu l'emploi d'entreprise bien rémunéré et la promotion qui allait avec. Il a été contraint de déposer le bilan personnel du chapitre 7. Camille a tenu sa sortie dramatique. Elle a engagé un comptable judiciaire, a découvert l'étendue complète de son infidélité financière et a demandé le divorce. Avec son avocat, elle a contesté le prêt pour la cabane en se basant sur les documents de soutien falsifiés et a finalement sauvé la maison de ses parents. Elle a emmené les enfants vivre avec sa famille. Sterling vit maintenant dans un petit appartement d'une chambre en ville, conduisant une berline vieille de 20 ans et en mauvais état parce que la banque a repris sa Porsche de luxe. Quant à mes parents, les enquêtes réglementaires et pénales les ont frappés comme un train de marchandises imparable. Le courtier a mené un examen détaillé de la fraude et les enquêteurs ont examiné le document médical falsifié, la tentative de transfert et les dossiers qui y sont liés. Comme l'argent n'a jamais réellement bougé, l'affaire ne s'est pas terminée par une peine de prison cinématographique instantanée. Mais les institutions impliquées ont fermé ou restreint les comptes liés au stratagème après leurs examens. Et mes parents ont passé des mois à payer des avocats, à répondre aux demandes de documents et à reconstruire des arrangements bancaires de base sous une surveillance intense. Mon père a pris une retraite anticipée sous la pression. Et ma mère, privée du statut de country club qu'elle appréciait tant, quitte rarement la maison maintenant. Ils passent leur journée à se reprocher amèrement mutuellement les dommages sociaux et financiers qu'ils ont créés. Je n'ai pas prononcé un seul mot à aucun d'entre eux. Mon téléphone est resté merveilleusement silencieux. Ma vie, en revanche, est complètement paisible. Je me lève toujours à 5 heures du matin. Je mets toujours mes lourdes bottes à embout d'acier, je conduis mon Ford Silverado rouillé et je passe mes journées à gérer l'atelier de machines industrielles avec Conrad. Je rentre toujours à la maison en sentant la graisse et le travail honnête. Mais hier, je me suis assis sur le haillon de mon camion après un long quart de travail satisfaisant, j'ai ouvert une bière froide et j'ai vérifié ma nouvelle application de courtage hautement sécurisée. Grâce à une croissance agressive dans le secteur de la logistique, le solde n'est plus de 485 000 $. Il s'élève confortablement à 510 000 $. J'ai 32 ans, je suis complètement libre de dettes, un partenaire commercial respecté et je construis un avenir massif que personne ne pourra jamais me prendre. Cependant, le silence absolu de ma famille a finalement été brisé la semaine dernière. J'ai reçu un long message vocal incroyablement en colère de ma tante Béatrice, la sœur aînée de ma mère. C'est la classique « mouche du coche » de la famille élargie. Elle a crié au téléphone, me traitant de monstre impitoyable et sanguinaire. Elle a dit que Sterling était profondément déprimé, que mes parents étaient isolés et luttaient pour acheter des produits d'épicerie et que j'avais intentionnellement détruit ma propre lignée pour un stupide tas d'argent. Elle a dit, l'argent va et vient, Everett, mais la famille est éternelle. Tu aurais dû être la personne la plus grande. Tu aurais dû aider ton frère quand il était à terre au lieu de le piétiner et de ruiner la réputation de tes parents. Le sang est plus épais que l'eau. J'ai écouté le message vocal en me tenant sur la rive paisible du lac, ma canne à pêche à la main. Je ne l'ai pas rappelé. J'ai juste supprimé le message et jeté ma ligne dans l'eau. Ils disent toujours que le sang est plus épais que l'eau. Ils disent toujours que la famille passe avant tout et qu'il faut se sacrifier pour maintenir la paix. Mais si le sang est si incroyablement important, si la famille est vraiment sacrée, alors pourquoi était-il si désireux et si prêt à utiliser mon sang pour nourrir un parasite ? Pourquoi toute ma vie de travail manuel brutal était-elle considérée comme complètement jetable ? Je ne me sens pas comme un monstre. Je me sens comme un homme qui a finalement refusé d'être l'agneau sacrificiel. Alors, je vous laisse entièrement à vous de juger. Qu'en pensez-vous ? Avez-vous déjà eu un membre toxique de votre famille qui exigeait votre argent durement gagné pour réparer ses propres erreurs égoïstes ? Pensez-vous que je suis allé trop loin en dénonçant mes parents aux autorités fédérales et en exposant mon frère à sa femme ? Ou ont-ils eu exactement le karma qu'ils méritaient ? Partagez vos propres expériences et opinions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé voir cet empire factice s'effondrer, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner pour d'autres histoires vraies incroyablement satisfaisantes. Merci d'avoir regardé et restez fort.